Pour la conférence de ce soir, eh ben, on accueille donc l'atelier 21 qui va introduire le travail et la conférence de Clément Gaillard qui est à distance ce soir. Et donc, je vais rien dire de plus parce que vous allez introduire le sujet et parler de tout ça. Donc, je vous passe la parole tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne conférence, que vous soyez là ou à distance. Il y a quand même finalement pas mal de monde pour un lundi soir. Ben, tant mieux, merci Donatien. Merci à l'AREP de nous accueillir. Alors on a aussi des habitantes qui devaient venir et puis je crois qu'ils ont eu des petits soucis, mais voilà, peut-être que je crois Gilles ou Philippe et puis Christine peut-être vont arriver en cours de route. On remercie aussi la Fondation Carasso, parce que c'est aussi grâce à la Fondation Carasso qu'on a fait tout ce travail cette année. Donc, travail que je vais vous décrire après m'être présenté. Donc, moi, je suis Cédric Carle, je suis designer de formation. J'aime bien dire de formation parce que le design, il amène plein d'autres choses, notamment pas mal de réflexions qui m'habitent sur les questions d'économie circulaire, de changement climatique, de ressources. Et c'est à ce titre qu'on interagit avec vous aujourd'hui et au cours de cette année. On a eu la chance aussi de bénéficier d'échanges répétitifs avec Raphaël Ménard et avec Philippe Biwix, que vous connaissez bien à la REP. L'association Atelier 21, c'est une association qui réfléchit à l'intelligence collective pour travailler sur les questions de transition. En tant que designer, on essaye le plus possible d'être proche des usagers, des habitants, des techniciens dans les villes, des techniciens dans les entreprises, pour pouvoir ne pas faire un travail trop hors sol, mais un travail en fait qui implique les communautés. On va donc aujourd'hui présenter notre travail au sein de Carasso. On va présenter un petit peu l'atelier 21 pour que vous compreniez en fait quelles sont les différentes briques. Et puis après, en fait, on aura l'honneur et le plaisir d'écouter Clément Gaillard, voilà, qui travaille sur les questions bioclimatiques et avec qui on est plutôt proche intellectuellement. Alors, l'atelier 21, laboratoire d'innovation énergétique, et j'ai envie de vous dire Paris, laboratoire d'innovation énergétique. On a sur cette image un des précurseurs de l'énergie solaire à concentration, qui s'appelle Augustin Mouchot, qui est absolument quelqu'un de méconnu dans les écoles d'ingénieurs en France, de méconnu dans les gens qui travaillent sur la transition énergétique. Et là, on le voit avec sa parabole solaire. On a d'ailleurs des ouvrages d'époque de sa main carrément dédicacés. Et on invitera les arépiens et les arépiennes prochainement dans une visite de notre petit musée, parce qu'on a un musée avec des pièces historiques, des gravures. Et en fait, on voit ici Augustin Mouchot qui fait fonctionner une machine à concentration solaire, qui faisait fonctionner une machine à vapeur à l'époque, et qui imprimait des journaux avec une presse Marinori. Et là, il est dans le jardin des plantes. Et c'est en 1882. Et du coup, on se dit que ce genre d'exemple et ce genre d'innovateurs, ce genre de pionnières, sont intéressantes, sont inspirants. Et à ce titre, on va exposer l'année prochaine à Tours, puisque Augustin Mouchot était enseignant à Tours à l'époque, et que dans cette ville, il n'est absolument pas connu, que dans cette ville, on va faire une grande transition énergétique, et que du coup, en fait, on va réhabiliter ce génie, en fait, qui est un petit peu oublié. Alors, l'Atelier 21, je vous parlais d'un laboratoire citoyen avec pas mal de projets. Si vous regardez atelier21.org, c'est une page d'entrée avec des ressources. L'idée, c'est que quand on fait des projets, la plupart du temps, on repartage après les résultats et on fait ce qu'on appelle la recherche-action, et en fait, on redistribue un certain nombre d'outils pédagogiques. Donc, le projet paléo-énergétique sur l'histoire des inventions. La station E, c'était carrément une friche d'urbanisme transitoire où on était dans des containers autonomes et où on avait développé tout un système de phytoépuration pour l'eau, de toilettes sèches, etc. Et on a mélangé la fête et les questions énergétiques et de transition pendant en tout cas 2 ans à Montreuil. Et puis maintenant, en fait, ce projet s'est transformé en container école. Et à la demande de l'ONU, en fait, on a dupliqué ce container puisqu'il est installé à Conakry, en fait. Donc, l'idée, c'est de faire des écoles, des lieux de formation, mais avec des installations concrètes sur site,
parce que souvent, en fait, on parle de panneaux solaires, on parle de différents systèmes, et puis, en fait, on n'a pas forcément des choses qui sont intégrées sur les bâtiments. Donc, l'idée, c'est que les bâtiments scolaires deviennent des laboratoires et des écoles. On fait depuis assez longtemps des fêtes alimentées à l'énergie solaire. On fait aussi pédaler les gens sur des vélos. Et voilà, c'est plutôt donc, des programmes de recherche, des actions sociales, des actions culturelles. Donner de la visibilité au flux, parce qu'effectivement, comment comprendre les questions d'eau, de ressources et d'énergie, si elles sont si invisibles que ça n'aide pas du tout à les visibiliser. Et du coup, on pense que le design peut vraiment apporter, en fait, et l'art aussi, et l'architecture peuvent voilà, rendre visibles ces flux qui sont pour l'instant encore très, très cachés et planqués dans les fondations et les câblages. Et on travaille avec effectivement différents niveaux. On travaille avec l'enseignement supérieur, on travaille avec des grandes entreprises comme la vôtre, on travaille avec des territoires parce qu'on agit en fait avec aussi des communes. On travaille aussi avec des artistes pour les former sur les questions d'écologie et de bonnes pratiques. Et on intervient beaucoup dans des écoles d'ingénieurs et d'architectes. Dans les grands projets qu'on mène, le Solar Sound System, donc c'est des systèmes autonomes en énergie. Alors ce projet il est né en 99, donc il va fêter ses 25 ans. Happy birthday. Et on a fait des centaines de fêtes parce que du coup le projet il a été dupliqué dans d'autres villes. Et donc aujourd'hui il y a des systèmes à Berlin, Zurich, Lausanne, Paris, Pays Basque, Marseille, depuis récemment en Bolivie, il y en a aussi à Hong Kong. Et du coup, c'est l'idée de se confronter directement à une application concrète de l'énergie dans des espaces publics et de manière festive. Paléo-énergétique, c'est le projet de recherche qu'on a lancé en 2015 pour la COP 21, qui va fêter ses 10 ans de recherche bientôt, et qui passe son temps à exhumer des vieilles pratiques ou exhumer des brevets. Typiquement, on travaille aussi avec des entreprises comme GRDF sur l'histoire du biogaz et de l'hydrogène. On a sur demande des fois des axes de travail, typiquement l'histoire des vols bas carbone aussi. On l'a fait en fait avec le hangar Y de Meudon. L'idée c'est d'alimenter en réflexion les équipes et de pouvoir effectivement peut-être retrouver des brevets intéressants à exploiter. Et Regenbox est un exemple. On a retrouvé un brevet qui permet de recharger les piles non rechargeables, qui a été inventé par le co-inventeur de la pile alcaline moderne, Karl Kordech, dans les années 50. Et donc, du coup, c'est un peu la preuve de notre concept. Aller chercher des brevets dans le passé, des brevets oubliés, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce qu'on apprend sur l'innovation, on apprend sur les échecs, on apprend sur pourquoi une invention elle est restée, pourquoi l'autre elle a disparu, peut-être aussi. Et puis, ça permet d'écrire des visions. C'est-à-dire que on nous a déjà dit dans une école de transport qui est basée à Laval, je crois. C'est intéressant parce que voilà, on fait des frises sur l'histoire des inventions et on nous a dit voilà, quand on a fait la fresque du climat, les étudiants étaient séchés et en fait avec cet outil-là, ça donne de l'espoir. Effectivement, de voir le panorama du nombre d'innovations et du nombre de gens, d'inventeurs qui ont fait des choses souvent pendant les périodes de crise et qui disparaissaient dès que la tonne de charbon ou le baril de pétrole redevenait accessible, on en a plein nos archives. Et du coup, en fait, en cherchant à plusieurs, on retrouve comme par exemple ce brevet qui permet de recharger les piles non rechargeables. Donc on est sur les piles alcalines qui fonctionnent avec du manganèse, co-inventé par Karl Kordech à l'époque, qui lui, pendant 20 ans, va travailler, après les années 50 et l'invention de la pile alcaline moderne, à essayer de la recharger. Et donc nous, on a repris ce brevet dont les industriels, on peut dire, ne se sont pas emparés. On l'a repris, on a fait un crowdfunding, et un appareil qui permet de charger, décharger les piles de manière automatisée et d'acquérir les datas sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on voulait la preuve collective qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Parce qu'on ne savait pas si ça fonctionnait bien sur les piles alcalines modernes. Et ça fonctionne très bien. Du coup, on est passé aujourd'hui à un chargeur fabriqué en série. Du coup, ce projet est devenu une start-up. Et l'idée, c'est effectivement de faire un chargeur universel grand public, donc pile rechargeable, pile non rechargeable, et qui soit fabriqué en Europe et en France. Donc pour l'instant, c'est Bulgarie et France. Bulgarie pour l'électronique et tout le reste, plastique recyclé, emballage, etc., injection en France.
Et surtout, on s'est aperçu, alors, faut que je sais que je prends trop de temps, mais 33 000 tonnes de déchets par an en France pour les piles. 1,5 milliard d'unités, j'ai même lu 1,8 milliard dans des chiffres de l'ADEME, et il n'y a que 50% qui arrivent dans le bac de collecte. Donc c'est ce que j'appelle un déchet sournois, parce qu'on a l'impression que ces piles, elles sont là depuis longtemps, on l'a connu depuis nos grands-mères, et on a l'impression que c'est bien géré. Ben non, en fait, il n'y a qu'une pile sur deux qui arrive. Donc ça veut dire qu'il y a 15 000 tonnes qui passent en incinération ou en enfouissement en France chaque année. Donc c'est pas très bon pour la qualité des eaux et la qualité des sols. Quand ça passe dans un incinérateur, je pense que c'est pas non plus super. Et même Suez nous a dit il n'y a pas longtemps, les piles dans les incinérateurs, c'était un gros problème. Si vous pouvez nous aider à le résoudre, on aimerait bien, parce que du coup, eux, après en cascade, voilà, ça crée des impacts dans leur dispositif. Et du coup, on a testé 8000 piles qu'on a trouvées dans les poubelles, dans les bacs de collecte, pardon. Et dans les bacs de collecte, on a trouvé une pile sur 3 tout de suite réutilisable. Donc sa tension est au-dessus de 1,3 volts. Donc en fait, en France, on jette des piles neuves énormément. C'est des millions de piles, des centaines de millions de piles. Pourquoi? Parce que dans un appareil, elle ne se fatigue jamais à la même vitesse. C'est valable dans d'autres technologies. Quand vous avez plusieurs piles en série et en parallèle, il y a des éléments qui se fatiguent, d'autres moins. Et du coup, quand votre appareil ne marche plus, en fait, on jette les 4 piles, on jette les 3 piles, on jette les 2 piles. Et du coup, il y a énormément de piles neuves dans les bacs de collecte. Faites le test si vous avez un Volpet à la maison. Vous prenez des piles dans le bac de collecte du Franprix et puis vous les testez. Et en fait, vous allez voir, a priori, vous devriez trouver à peu près les mêmes statistiques que les nôtres. Une autre pile sur 3 est régénérable. Donc, à partir de 0,9 volts, votre pile est capable d'être rechargée avec notre système, qui est le système de Karl Kordesh, qui est de la micropulsion électrique. Donc, c'est de la charge lente. Voilà. On envoie des petites pulsions dans la pile et ça lui permet de retrouver, dans le pire des cas, quand on décharge à 0,9 volts, c'est-à-dire quand on décharge beaucoup la pile, on retrouve de 5 à 10 cycles. Et puis, la littérature Vondaire le dit, et nous, on le confirme. Si vous descendez votre pile jusqu'à 1,3 volts, 1,25, vous obtenez des dizaines de cycles. Donc, en fait, on transforme une batterie à gaz unique en accumulateur. Et puis, une pile sur 3 doit effectivement aller au recyclage, puisque voilà, elle est trop dégradée. Pour l'instant, on ne sait pas la recharger. Mais il se trouve qu'on travaille chez Regenbox à travailler des algorithmes de recharge, et on sait très bien que la méthode ancienne Karl Kordesh, qui charge une pile pareille si elle est à 1,3 volts ou si elle est à 0,9 volts, est un peu brutale pour les piles qui sont très déchargées. Et si on fait des algorithmes de recharge, peut-être qu'on arrivera à recharger des piles qui sont à 0,5 volts. Et donc voilà, c'est des solutions collectives qu'on aimerait bien peut-être tester aussi avec la REP. Petit message subliminal. On le teste en ce moment avec pas mal d'entreprises, dont ST Microélectronique, Crédit Agricole ou encore des boîtes comme Kone qui fabriquent des ascenseurs. Et voilà, ça permet aussi aux collaborateurs, collaboratrices de venir recharger les piles de la maison ou en tout cas de les tester avant de les jeter. Et je vous parlais voilà, de solidarité énergétique. On anime des workshops depuis pas mal d'années maintenant avec beaucoup d'écoles où on essaye aussi de fabriquer les choses pour l'école et de fabriquer les choses pour chez soi. Donc d'essayer de mettre un peu les mains sous le capot et de s'improviser en fait énergéticien même si on n'a pas de diplôme. Ça permet de faire beaucoup de pédagogie. Et puis le projet pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure, Ecolab à Conakry, en fait c'est donc un container école qu'ils ont entièrement construit sur place. Donc nous, on a fourni des tutoriels de 250 pages et puis on a envoyé quelques briques technologiques qu'ils n'avaient pas, comme la lentille de Fresnel qui permet de faire fondre du métal. Et donc, on a beaucoup de partenaires qui sont divers et variés, qui vont des entreprises aux associations en passant par des collectivités et des territoires. Et du coup, j'ai rajouté 2 conceptions à outils. Parce que du coup, l'idée, effectivement, de travail qui est soutenu par Carasso, c'est de tester et de s'adresser pour une fois à 3 typologies différentes de publics. J'ai envie de dire 3 profils sociaux, comme c'est écrit sur la slide. Une entreprise, des étudiants, étudiantes et des gens de la société civile. Alors pourquoi? C'est peut-être pour apprendre les uns des autres, constater qu'en entreprise, il y a des demandes qui ne sont pas les mêmes que les étudiants, qui ne sont pas les mêmes que les habitants, et essayer de faire travailler tout ça ensemble. Donc, je vais passer assez vite. Voilà, c'est une démarche expérimentale dans l'idée de créer un outil réplicable. Et puis, effectivement, voilà, nous, on est au centre de la collectivité, l'université et des entreprises.
Et l'idée, c'est qu'on puisse produire de la recherche-action et des résultats qui seraient exploitables par d'autres territoires et d'autres entités. Et donc, on a fait des réunions habitants. Donc, on s'est déplacé au début dans les maisons de quartier, dans les centres de quartier. On a publié en fait notre travail en fait dans des feuilles de chou locales de quartier. Et puis après, on a invité les habitants et les habitantes chez nous à venir voir notre petit musée et surtout à discuter de tout ça. Et ça s'est très très bien passé. On tient toujours des très bonnes relations avec les habitants. On va recommencer cet hiver. Et puis voilà, on a pu tester les caméras thermiques, leur parler de produire de l'énergie sur son balcon, etc. Ils ont plein de questions, ils sont très contents. Et à chaque fois, comme je le dis, à chaque fois, on a des prétextes. Donc, il y a la fête de la galette, il y a la fête des crêpes. Et à chaque fois, il y a un truc à manger et à boire. C'est super important. Et donc, un sujet qu'on a identifié en fait avec eux et sur lesquels les étudiantes du cours PSL, donc Paris Sciences et Lettres, c'est le gros campus parisien, et puis il y a un master Sciences pour un monde durable, et on a travaillé avec des étudiantes qu'on a emmenées dans les archives de la ville, qu'on a fait rencontrer, on a créé des échanges avec les habitants, des interviews, etc., pour entrer dans le sujet. Effectivement, on a identifié un sujet. Bonjour Christine, bienvenue. C'est discret, hein. Et du coup, voilà, Christine est une des habitantes avec qui on a travaillé cette année. Merci d'être venue. Voilà. Et du coup, les étudiantes ont aussi exploré un peu tous nos contenus, tout ce qu'on avait, nous, déjà exhumé sur les questions de canicule, parce qu'on avait identifié que c'était un sujet qui préoccupait les habitants, qui nous préoccupe nous aussi, et sur lequel la ville de Paris avait un vrai sujet, parce qu'ils ont publié un rapport Paris 50 degrés. Et donc, on s'est dit, voilà, aussi, c'est la brique de la collectivité qui s'intéresse à l'histoire des canicules et à essayer d'imaginer la ville de demain résiliente face à des fortes chaleurs. Donc là, on voit, et on a été en résidence à l'Académie du climat. L'Académie du climat qui, en plus, avait une demande. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de quelque chose pour parler de canicule. Et ils n'avaient pas grand-chose. Et du coup, nous, on a créé du matériel didactique. Donc, il y a cette fameuse frise que vous retrouvez sur le... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce plateau à droite au premier étage. Il y a une petite alcôve comme ça dans les locaux de la REP. Et en fait, vous avez la frise avec notamment des ateliers qu'on a menés cette année avec vos équipes. Donc, vous pouvez aller voir. Elle va être encore là une quinzaine de jours ou 3 semaines pour que vous puissiez éventuellement déjà vous nourrir de ça et puis peut-être participer. Et donc là, on a fait un focus sur aussi l'histoire des canicules. Donc, on est allé aux archives de la ville de Paris. On a regardé quand il y avait eu des canicules à Paris. On a essayé de retrouver des photos de ces canicules. Et puis, enfin, la photo la plus fun, on ne l'a pas mise là, mais c'est un âne en fait qui a un chapeau. Et je crois que c'est une photo aussi de Arles, non? Non, c'était une photo parisienne, je crois. Voilà. Et puis, on a aussi restitué ce travail avec un artiste invité, Olivier Morvan, avec qui on va continuer de travailler sur notamment le jeu, puisque le but a été aussi de créer un jeu qui reste à l'Académie du climat et qui soit partageable avec d'autres habitants, d'autres territoires, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on sorte un jeu. Là, on voit les histoires de canicules avec plein de photos qu'on a sorties des archives de la ville de Paris. Et voilà, alors pour l'instant, le jeu s'appelle Canicule. On peut dire qu'il n'a pas encore de nom. Et puis là, on voit les équipes en train de le tester. On voit effectivement qu'il y a plusieurs cartes. Donc, chacun joue un rôle. Donc, il y a des habitants de différentes typologies. Et puis, ces habitants peuvent faire des actions. À chaque tour, en fait, il faut doser en fait, les réserves d'eau qu'on a et aussi la montée en température. Donc, on apprend aussi des anciens, parce que du coup, les anciens ramènent des paléotechnologies, à savoir des petits tips qui permettent de se rafraîchir. Et puis, surtout, le but, c'est de faire collectif et de créer des îlots de fraîcheur. Donc, c'est vraiment l'idée de dire que la canicule, OK, on peut faire chacun un truc dans son appartement, mais surtout, il faut penser la chose collective, il faut aller voir ses voisins, il faut prendre soin, il faut imaginer les îlots de fraîcheur ensemble, peut-être les créer, peut-être les aménager. On a vu d'ailleurs dans des archives que, je crois dans les années 20, grosse canicule, et ils se réfugient carrément dans les métros. Ils vont faire du tricot dans les métros. Et puis, sauf erreur, en fait, il y a aussi des habitants du Trait qui nous ont dit, mais nous, on se voyait dans le parking, 3e étage, dans le sous-sol, de manière assez improvisée.
mais peut-être qu'on peut prévoir des choses et les anticiper et aménager ces espaces pour qu'ils soient encore plus accueillants quand il y a une canicule. Et donc, voilà, du coup, on a pu, avec certaines équipes de la RED, je crois plutôt du design, en fait, se rencontrer, installer la frise, s'inspirer, revenir le 4 juillet et aussi aujourd'hui, on a encore échangé, en fait, et c'est, je trouve, moi, très, très riche, en fait, en échange et en interaction. Voilà, et puis, une des suites qu'on donnera, c'est on vous invitera, en fait, à venir visiter notre petit rétro-futur muséum qui se trouve à 2 arrêts de tram d'ici, allée Paris-Ivry, où voilà, on a des objets, des gravures, des pièces, presque des pièces de musée, en tout cas pour certaines. Et du coup, merci pour votre attention, merci pour votre accueil. Et puis, tout de suite, on va passer la parole à Clément, qui doit être en ligne. Et j'ai pas trop dépassé parce que c'est 20 minutes 58. Bonjour, on m'entend? Ouais, on t'entend très bien, Clément. Ok. Tac. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors donc, juste pour rappel, on s'est dit 45 minutes, c'est ça, Clément, si ça va toujours pour toi. Et puis Yep, après, je vais essayer on de faire gardera un petit 15 minutes et plus pour des discussions, questions. Merci à Ok, toi. pas de souci. On voit mon écran, c'est bon? Ouais, très très bien. Ok. Merci pour l'invitation. Désolé de ne pas pouvoir être là en présentiel. L'emploi du temps était un peu contraint. Donc je suis désolé. Euh, donc ouais, sur la partie, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir. Donc juste pour me présenter, moi je m'appelle Clément Gaillard, je suis urbaniste et pareil, je suis designer de formation. Euh, Ça fait un point commun avec Cédric. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la conception bioclimatique et de comment est-ce que j'utilise l'histoire dans mon approche de la conception. Donc, comme je vous disais, je suis urbaniste et j'ai un bureau d'études qui s'appelle Freyo, qui travaille sur les sujets plutôt de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, avec majoritairement des simulations de différentes échelles, pour essayer de quantifier ce phénomène d'îlot de chaleur et puis d'accompagner les concepteurs et les maîtrises d'œuvre sur la prise en compte de ce phénomène d'îlot de chaleur et d'adaptation au changement climatique plus généralement. Et j'essaye aussi d'accompagner vraiment la conception, c'est-à-dire de ne pas strictement faire des études climatiques. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles soient comprises, interprétées le mieux possible par les concepteurs, et en essayant d'insister aussi sur la prise en compte de ces questions d'adaptation climatique à toutes les échelles, de l'échelle urbaine jusqu'à l'échelle du mobilier intérieur, notamment. J'ai essayé de développer une méthode que j'ai appelée le design climatique, qui est une méthode que j'essaie de mettre en place dans mes projets. Cette méthode, elle se base sur 3 axes. La première, c'est, évaluer ce que j'appelle le potentiel climatique d'un lieu. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on a comme ressources climatiques dans un endroit donné? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de programmer en cohérence avec ces possibilités climatiques qu'on a identifiées, c'est-à-dire de faire en sorte que la programmation, elle soit dans le plus possible et qu'elle découle de ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue des ressources climatiques locales. Et après, l'idée, c'est de concevoir et de proposer des stratégies passives qui soient appropriées aux ressources climatiques de la zone dans laquelle on travaille, à toutes les échelles, que ce soit l'urbanisme jusqu'au design d'intérieur. J'essaie de promouvoir aussi la conception bioclimatique parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je vais revenir aujourd'hui. J'ai notamment donc fait ma thèse sur l'histoire de la conception bioclimatique en architecture. Et dans cette histoire, un peu à la manière de ce que fait l'atelier 21, j'essaie de reconstituer l'histoire des techniques passives de chauffage et de rafraîchissement, sur laquelle je vais revenir. Ça m'a donné notamment ce genre de graphique qui me permettait de reconstituer l'évolution des différentes techniques de rafraîchissement qui ont pu être développées au cours du temps. Et ça, c'est l'évolution des techniques de chauffage passif. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir.
Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la conception bioclimatique et de son histoire, de comment est-ce qu'on peut comprendre, l'architecture vernaculaire, par le prisme justement de ces questions climatiques et je voulais terminer en présentant le cas d'une étude, où justement l'idée c'était de réinventer, voilà, de penser l'adaptation au changement climatique sur la base voilà, de techniques, relativement anciennes. Donc la conception bioclimatique, qu'est-ce que c'est? Définition générale, c'est l'art de construire en harmonie avec le climat. Alors c'est une définition qui est un petit peu, globale, on va dire, pas très précise. Pour moi, la conception bioclimatique, c'est une méthode qui permet de concevoir des constructions, et des aménagements qui maximisent l'utilisation du potentiel climatique d'un lieu, pour répondre aux besoins de ses habitants. Donc ces besoins, ça peut être le chauffage, le rafraîchissement. Il y a aussi la lumière naturelle, l'air sain aussi, c'est important. Et voilà, la conception climatique, ça va être cette manière de travailler où justement, et se dire bah, comment est-ce que le climat va répondre à tel ou tel besoin, quelle part de ces besoins je peux assurer avec une bonne certitude. Voilà, voilà. Ce qui est complexe, c'est qu'on travaille dans un climat aujourd'hui qui évolue assez vite, mais ça re-questionne cette méthode qui reste toujours la même, c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur le climat pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Cette méthode, elle a une histoire. Alors, elle a été, structurée, formalisée par un architecte qui s'appelle Victor Olgier, que vous voyez ici, dans un livre qui s'appelle, Design with Climate, qui est publié en 1963, où il présente, en gros, toute la manière de concevoir avec le climat. C'est très, très structuré avec différentes étapes à passer et cette conception bioclimatique, elle s'est surtout développée après le premier choc pétrolier en 73, où il y a énormément de recherches qui sont faites sur les techniques passives de chauffage et de rafraîchissement. Donc historiquement, en fait, cette, ces années 70, en fait, elles vont synthétiser un ensemble de recherches qui vont à la fois venir de la physiologie, de la microclimatologie, qui ont été faites au début du XXe siècle et tout le développement des techniques solaires passives, de chauffage sur lesquelles, et de rafraîchissement, sur lesquelles je vais revenir. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une illustration qui montre l'évolution des principales techniques, solaires passives de chauffage. Une des plus connues parce qu'elle est française, c'est le mur-trombe que vous voyez ici. Donc le mur-trombe, il a été inventé, fin des années 50, début des années 60, dans le sud de la France, à proximité d'Odéo, dans les Pyrénées-Orientales. Et ce mur-trombe, c'est assez simple. Le principe, c'est, un mur, massif en béton de 60 centimètres d'épaisseur, peint en noir sur sa surface extérieure, qui est placé, derrière un vitrage, un double vitrage. Et l'idée, c'est justement que ce mur, en fait, accumule, de la chaleur par effet de serre et va permettre comme ça de stocker une certaine quantité de chaleur qui va être restituée par rayonnement pendant la nuit. Et il y a une autre, fraction de la chaleur qui passe par, thermosiphon. En fait, la lame d'air ici va être chauffée, elle va venir réchauffer l'intérieur. L'air plus froid est pris en partie basse et ça crée, comme ça une boucle fermée. Ce mur-trombe, il va être, développé, amélioré, repris par un ingénieur qui s'appelle Steve Baer dans les années 70, qui va lui, en fait, intégrer notamment, il était assez critique de l'impact du béton, notamment, dans le mur-trombe et il va proposer de remplacer ce béton du mur-trombe par des bidons remplis d'eau. Donc, vous voyez ici des exemples. L'intérêt de l'eau, c'est qu'elle a une très bonne capacité thermique, massique par rapport au béton, et elle a aussi, voilà, cette capacité, l'eau, en fait, va être soumise à des mouvements de convection. Donc, en fait, la chaleur va se répartir beaucoup plus uniformément dans un volume d'eau que dans un volume de béton. Et lui, il va installer notamment des bidons d'eau, dans sa maison personnelle, qui date du début des années 70. Vous voyez ici un exemple. Donc, on a 4 façades plein sud qui sont remplis en fait de bidons, peints en noir et à cette époque, il faut se dire qu'on n'a pas les vitrages aussi performants qu'on a aujourd'hui, donc c'est des vitrages qui sont très déperditifs, et en fait, une des manières d'éviter que la chaleur accumulée dans ces murs reparte vers l'extérieur, c'est justement d'avoir un système d'isolant mobile. Donc ce que vous voyez ici, c'est des panneaux, qui sont remontés en fait pendant la nuit pour, permettre en fait voilà, à la paroi d'augmenter son isolation et de faire en sorte que la chaleur ne reparte pas trop vers l'extérieur. Et l'intérêt de ces panneaux, c'est qu'en journée, ils servent de réflecteurs en fait et ils vont permettre d'accumuler encore, de l'énergie solaire. Ils vont réfléchir une certaine quantité d'ensoleillement. Donc ils ont une double fonction comme ça en fonction de comment est-ce qu'ils sont positionnés. Vous voyez ici d'autres images. Donc on voit ces fameux panneaux ici, ils sont en position déployée, à moitié remontés et puis complètement fermés. Et là, on voit justement ces bidons remplis d'eau, qui sont à l'intérieur. Donc ça crée aussi des effets de lumière naturelle assez intéressants. Ici, la coupe de principe, on voit les bidons couchés là, ce fameux panneau là qui peut être alternativement déployé ou replié.
Et Stibert, c'est aussi quelqu'un qui a pensé ces questions de prise en compte du climat dans la conception. C'est quelqu'un qui est titulaire de nombreux brevets sur notamment l'énergie solaire, assez intéressant d'ailleurs. Et là, cette phrase que je trouve assez juste, il dit donc les réponses aux problèmes énergétiques sont différentes selon les régions d'un pays. Ça, il insiste souvent sur cette dimension-là. Et il poursuit notamment en disant ceci: l'un des traits les plus dangereux de notre gouvernement, de nos ingénieurs et de nos hommes d'affaires est l'obligation de trouver des solutions nationales ou mondiales. Ça résonne un petit peu avec l'actualité, dans le sens où, voilà, pour Steve Baer, en fait, chaque région au sein d'un pays va avoir des possibilités climatiques très différentes, des ressources très différentes, et en fait, ça va déterminer justement de choisir tel ou tel système plutôt que tel autre. Et lui, il était critique justement des stratégies nationales de transition énergétique parce que ben, pour lui, on ne pouvait pas penser voilà, l'adaptation des bâtiments au même niveau entre un climat très ensoleillé comme celui dans lequel il habitait, là, qui était au niveau du Nouveau-Mexique, et des climats moins ensoleillés comme on peut trouver plus au nord des États-Unis. Et cet hiver, il va avoir pas mal de popularité auprès des architectes en France aussi. Et notamment, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que l'eau soit vraiment intégrée comme un matériau de construction dans les bâtiments, à tel point qu'on va utiliser l'eau même dans des constructions et des rénovations en France. Vous avez ici l'exemple d'une rénovation qui est située dans les Corbières, dans le sud de la France, qui intègre une grosse cuve de 5000 litres d'eau, justement pour encore rapporter de l'inertie et faire en sorte d'avoir un stockage de chaleur supplémentaire. Ce volume d'eau, il est fabriqué à partir d'un coffrage de piles de béton réemployées. Donc, ça montre aussi que les questions de réemploi étaient présentes. Là, on est à la fin des années 70. En ce qui concerne le rafraîchissement, il y a d'autres solutions assez innovantes qui sont imaginées dans les années 60-70. C'est notamment le cas du système SkyTherm que vous voyez ici, qui est mis au point à la toute fin des années 60. Le système SkyTherm, il est inventé par un ingénieur qui s'appelle Harold Hay, qui est à la base un chimiste. Et Harold Hay, en fait, il va faire une découverte assez intéressante. D'abord, il va travailler en Inde dans l'industrialisation des techniques de construction. Et il va se rendre compte, en fait, pour arriver à créer un bâtiment confortable, relativement confortable en Inde, en fait, il faut arriver à déplacer l'isolation. Il se rend compte de ce truc-là, il dit, en fait, finalement, l'isolant, il peut aussi faire effet piège à chaleur, donc ça peut être intéressant d'enlever l'isolant à un certain moment de la journée, notamment pendant la nuit, pour faire en sorte qu'une construction se décharge plus rapidement en chaleur. Et ce principe d'isolation mobile, il va le coupler à des recherches qui sont faites aux États-Unis dans les années 40 sur notamment les toitures remplies d'eau. Ça, c'est une construction de 1938 conçue par un architecte qui s'appelle Fred Keck. Il va justement se dire, bah, tiens, en fait, c'est intéressant, ces questions de toiture remplie d'eau, c'est justement une manière de rapporter l'inertie dans des constructions qui en manquent. Et il va justement coupler ce principe d'isolation mobile qu'il a découvert en Inde avec ses recherches sur les toitures remplies d'eau. Vous avez ici un des premiers prototypes qu'il va tester. Donc, c'est un prototype qui est testé dans la région de Phoenix, dans l'Arizona, donc des climats plutôt très chauds et secs, avec des besoins de rafraîchissement assez importants. Et en fait, son idée, elle est assez simple. Vous avez donc 3 bacs peints en noir remplis d'eau. Et vous avez un isolant qui peut être alternativement soit déployé sur ces bacs, soit complètement replié sur une partie de la structure. Et il va se rendre compte qu'en fait, qu'avec ce système, en gros, on peut, en déplaçant de manière intelligente l'isolant, on peut réussir à justement assurer l'intégralité des besoins de chauffage et l'intégralité des besoins de rafraîchissement dans cette région climatique. Il va donc tester un plus grand prototype en Californie, dans ce qui s'appelle à Atascadero, dans cette grande maison là de plus de 100 mètres carrés, où en fait il va mettre en place son système SkyTherm à grande échelle. Et en gros, on voit ici justement l'isolant qui est ici complètement replié sur le porche et ici déployé sur l'ensemble de la toiture. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là c'est une construction qui a à peu près une centaine de tonnes d'eau sur la toiture. Donc ça impose des surcharges structurelles importantes, mais vous verrez que c'est assez intéressant parce que cette construction a été plutôt un succès. Donc, pour vous expliquer le principe du système SkyTherm, en gros, il y a deux logiques entre l'été et l'hiver. En été, l'idée, c'est de limiter la surchauffe de la toiture remplie d'eau. Dans ce cas-là, en fait, on va déployer l'isolation pendant la journée pour faire en sorte qu'elle s'échauffe, voilà, que le rayonnement solaire ne pénètre pas et n'aille pas réchauffer la toiture remplie d'eau. Ça, c'est pendant la journée. Pendant la nuit, à l'inverse, on va enlever l'isolation et on va faire en sorte que cette toiture se rafraîchisse essentiellement par rayonnement de grande longueur d'onde vers la voûte céleste.
Ça, c'est pour le comportement d'été. Et en hiver, en fait, on fait vraiment l'inverse. En fait, pendant la journée, on veut faire en sorte que la toiture accumule de la chaleur. Donc, on va au contraire enlever l'isolant, faire en sorte que la toiture se réchauffe. Et pour pas que cette chaleur reparte vers l'extérieur, on va déployer l'isolant pendant la nuit pour faire en sorte que la chaleur rayonne vers l'intérieur du bâtiment. Donc ça implique pas mal de détails, notamment il faut faire en sorte d'avoir une bonne conductivité thermique entre la toiture remplie d'eau, le système SkyTherm et l'air intérieur. Donc il y a tout un ensemble de tôles nervurées qui vont assurer l'interface au niveau du plafond. Et voilà, ça vous donne aussi un aménagement intérieur particulier. On voit ici cette tôle nervurée qui est ici. Et donc cette maison a été instrumentée pendant 2 ans, habitée. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont réussi à assurer l'intégralité des besoins de chauffage et de rafraîchissement sur cette période de 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le témoignage des habitants, pour eux, en fait, c'était un système assez efficace parce qu'il était relativement silencieux, dans le sens où, en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de systèmes de chauffage et de rafraîchissement à air pulsé, donc on entend le bruit des ventilateurs. Et là, c'est un système qui est intégralement silencieux, en fait. Vous n'avez pas vraiment d'éléments mobiles. La seule concession à la mécanique, c'est un petit moteur qui permet de déployer et de replier l'isolant. Mais voilà, c'est le seul mécanisme, grosso modo. D'autres systèmes, donc là j'ai évoqué ces systèmes plus contemporains, il faut voir qu'en fait il y a comment dire, une généalogie plus ancienne de ces systèmes de rafraîchissement. Vous connaissez sans doute les systèmes de refroidissement diabatique qui fonctionnent par évaporation de l'eau. Ça, c'est très compliqué de dater leur apparition. En tout cas, on sait qu'on parle de climatiseurs sahariens, grosso modo, dans pas mal de régions désertiques. Et en fait, ces systèmes-là fonctionnent sur le principe de l'évaporation de l'eau, généralement qui est contenue dans un récipient plutôt poreux. Ici, c'était le cas d'une jarre qui est remplie d'eau. Et l'intérêt, c'est de faire traverser, faire en sorte que le vent passe à proximité de cette jarre, évapore une certaine quantité d'eau et rafraîchisse l'air de quelques degrés. Ça, c'est des systèmes qui marchent bien dans des climats chauds et secs. Donc il y a toute une histoire beaucoup plus ancienne de ces questions de rafraîchissement, ce qui amène à s'intéresser justement à ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Alors l'architecture vernaculaire, c'est une appellation un peu particulière. Ça regroupe en gros, je vais en parler juste après, un ensemble de constructions qui ont été étudiées par plusieurs architectes et parfois anthropologues aussi. On trouve pas mal de bouquins consacrés à cette question de l'architecture vernaculaire. On peut citer le travail de Rudowski sur l'architecture sans architecte. En France, on a les travaux de Jean Dollfus, qui est un géographe sur l'architecture dite populaire. Voilà, comment est-ce qu'on peut définir cette architecture vernaculaire? Pour moi, l'architecture vernaculaire, ça désigne l'ensemble des constructions et des aménagements typiques d'une aire géographique, construits avec des ressources locales selon des techniques traditionnelles. Donc les 3 critères importants, c'est justement le fait que ces aménagements soient typiques d'une zone qui peut être circonscrite géographiquement. Ils sont construits avec des ressources relativement locales qui sont de proximité et selon des techniques traditionnelles, c'est-à-dire selon des techniques qui ne sont pas celles mises au point après la révolution industrielle. Généralement, c'est des techniques relativement anciennes. On a plusieurs synonymes de cette architecture vernaculaire. On peut parler d'architecture traditionnelle, populaire, rurale, pré-industrielle, voire sans architecte. Ça insiste sur différentes dimensions, mais grosso modo, c'est des choses qui sont relativement synonymes. Le problème dans l'approche de l'architecture vernaculaire qu'on a eu pendant un certain temps, c'était qu'on a considéré que l'architecture vernaculaire, c'était purement et simplement l'expression d'un climat. Vous avez ici une carte qui essaie de mettre en corrélation la forme des toitures et le matériau des toitures avec les différentes zones climatiques qu'on peut retrouver. Donc, typiquement, le pourtour méditerranéen qui aurait une certaine forme de toiture, etc. Et ça a donné une approche très déterministe. Vous avez ici d'autres tentatives plus précises appliquées à la France qui essaient de mettre en correspondance la forme des toitures avec les principaux vents dominants dans certaines régions. Sauf que, ben, on se rend compte qu'il y a dans ce type d'approche une forme de déterminisme qui est assez simplifié. Et en fait, des fois, ça ne correspond pas forcément. Typiquement, dans la région de Lyon, on trouve de grandes variations de la forme de toiture, notamment en fonction de l'altitude, qui ne sont pas forcément corrélées à une différence notable de la direction du vent, pour le coup. Et ça a amené Victor Olgier, donc l'architecte que j'évoquais tout à l'heure, à essayer de développer une autre approche de l'architecture vernaculaire. Lui, il va parler d'une approche bioclimatique, c'est-à-dire grosso modo, l'idée c'est de regarder ces constructions vernaculaires en essayant de les décomposer pour voir en fait si chacun de leurs éléments est climatiquement bien adapté. Et donc ça crée une forme de méthode, si on veut, d'étude de l'architecture vernaculaire.
Et lui, il l'appelle, donc on peut la résumer comme ça, c'est une méthode qui consiste à étudier un bâtiment, un aménagement par référence à des facteurs ou des phénomènes climatiques. L'idée, c'est justement de regarder comment tel ou tel aménagement va être plus ou moins bien adapté au climat, sans tomber dans une forme de déterminisme en disant, bah, finalement, toute architecture ancienne est nécessairement bien adaptée parce qu'on peut trouver plein de contre-exemples. Donc l'idée, c'est pas de tomber dans la simplification, quoi. Et un ingénieur qui va mettre en œuvre cette chose-là, c'est justement un ingénieur français qui s'appelle Raymond Ayoub, qui lui va être encore plus précis, va dire finalement, il faut aller regarder les choses très précisément et il faut regarder ce qu'il appelle pardon, la fonction climatique des éléments. C'est en gros, bah, dans un bâtiment traditionnel vernaculaire, il faut le décomposer et il faut regarder ensuite isolément quelle est sa performance, quelles sont ses qualités en fonction voilà, de l'adaptation au climat. Et notamment, il va travailler sur la paille, lui, dès les années 60, et il va s'intéresser aux constructions en paille qu'on peut trouver dans l'Afrique, enfin le continent africain à cette époque-là. Et il va dire cette phrase que je trouve assez chouette. Il dit en 1960, la paille offre une protection thermique quasiment parfaite, comme autant de résistances superficielles successives. Alors, le terme résistance superficielle successive, il ne vous parle pas trop si vous n'êtes pas ingénieur. En fait, ça désigne le fait que la paille, elle va isoler plein de petites couches d'air immobilisées et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, Raymond Ayoub va employer le vocabulaire des ingénieurs thermiciens pour justifier les qualités thermiques d'un matériau pas très considéré à l'époque, qu'est la paille. Et ça, c'est assez intéressant, cette démarche, justement, de dire finalement, on peut regarder l'architecture vernaculaire, non pas comme un truc un peu folklorique, quoi, expression voilà, d'un truc, une forme d'architecture un peu exotique. Il va dire non, on peut regarder ça de manière très rigoureuse et voir si, élément par élément, ces constructions-là sont adaptées au climat. Et quelqu'un qui va exemplifier cette démarche-là, c'est Hassan Fati, qui publie dans les années 70 un livre qui s'appelle Construire avec le peuple. Et dans Construire avec le peuple, Fatih raconte comment il a voulu réactiver certaines techniques de construction traditionnelle en terre crue qu'il a découvert en Égypte. Et une de ces manières de justifier la qualité thermique de la terre crue, c'est justement de faire des tests. Il va faire un ensemble de tests sur la brique de terre crue. Et il va arriver à cette conclusion assez intéressante. Donc, il explique que la brique séchée au soleil est fort heureusement un des plus mauvais conducteurs de chaleur et que les maisons en briques de boue de Haute-Égypte restent remarquablement fraîches la majeure partie de la journée. L'idée d'Hassan Fati, c'est justement d'aller contre comment dire, tout le récit qui est fait à l'époque sur le progrès technologique dans le bâtiment. À une époque, en fait, où on veut construire en béton, Fati va dire bah non, je privilégie la construction en terre crue parce qu'elle a des qualités thermiques qui me paraissent remarquables et qui sont adaptées au climat chaud et sec de la Haute-Égypte. Et il va notamment donc mettre en œuvre cette brique de terre crue dans la construction du nouveau Gourna, qui est un village qui est aujourd'hui classé à l'UNESCO, et qui reprend un certain nombre de techniques traditionnelles de construction en terre crue, notamment la voûte nubienne, qui est cette forme que vous voyez ici, qui est une technique de construction en terre crue qui est adaptée justement aux ressources de la Haute-Égypte, parce qu'elle ne nécessite aucun cintrage, aucun cintre en bois. Il faut simplement voilà, avoir une planche et un maçon qui va apposer les briques les unes contre les autres. Et ce qui est très curieux avec cette construction en voûte nubienne, c'est qu'elle reprend la forme d'une chaînette, donc en gros d'une chaîne suspendue, et retournée, en fait, c'est la forme qu'on retrouve. Si vous suspendez une chaîne et que vous la retournez, ça vous donne cette forme en chaînette. Et cette chaînette, on sait depuis les travaux de Huygens en Europe, donc en gros 18e siècle, que c'est une forme qui est très bien équilibrée du point de vue de la descente des charges. Sauf que Hassan Fati dit que ça fait grosso modo 1 ou 2 millénaires que les maçons de la Nubie pratiquent cette construction voilà, de la voûte nubienne avec une forme de chaînette et que eux, intuitivement, ont compris les qualités structurelles de la forme en chaînette sans avoir tous les outils mathématiques que pouvaient avoir les Européens. Et ça, c'est assez intéressant comme renversement de valeur parce que tout d'un coup, Fatih dit bah, finalement, il y a une performance, il y a comment dire, une innovation qui s'est faite intuitivement à une époque parmi les maçons de Nubie qui a abouti à cette technique-là. Et voilà, ça renverse un petit peu les hiérarchies de valeurs qui se faisaient à l'époque sur voilà, certaines formes de connaissances qui est abstraite et qui s'est illustrée notamment à travers les mathématiques telles qu'ont pu le développer voilà, des gens comme Huygens, etc. Ça amène justement à se questionner sur comment est-ce que l'architecture vernaculaire a été utilisée ou peut être utilisée comme une forme de modèle. Je voulais vous parler de 2 exemples qui correspondent justement à la période
voilà, qui m'intéressent moi, dans le développement de la conception bioclimatique. Un premier exemple, c'est les constructions dites des Indiens Pueblo. Les Indiens Pueblo, c'est un ensemble de peuples qu'on retrouve notamment entre la région de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Donc on est aux États-Unis. Et ces Indiens Pueblo ont une architecture particulière. Vous avez ici une illustration qui montre des divinités qu'on trouve dans le folklore des Indiens Pueblo, qui est une divinité qui se nourrit du soleil. Et ça, c'est déjà hyper intéressant, c'est que dans la culture des Indiens Pueblo, vous avez en fait une correspondance entre, si vous voulez, les divinités qui forment le folklore un peu local et l'architecture, puisque l'architecture des Indiens Pueblo est justement conçue en fonction de l'ensoleillement. Donc vous avez ici un village Pueblo, qui est le village de Taos Pueblo au Nouveau-Mexique. Et ici, vous avez ces façades sud avec des toutes petites ouvertures parce qu'on est dans des climats très ensoleillés, avec des besoins de chauffage relativement importants, mais par contre sujets à des problématiques de surchauffe. Et ici, donc, c'est des constructions empilées les unes sur les autres, qui sont faites en briques de terre crue, épaisses, avec des murs d'épaisseur de 50 à 60 cm, et plein de petites ouvertures. Et cette construction Pueblo, elle va inspirer beaucoup d'architectes qui ont travaillé sur la terre crue, notamment d'architectes qui ont ensuite fondé, par exemple, Cratère en France. Vous avez ici la coupe de principe de ces habitats Pueblo. C'est comme des petites cellules empilées les unes sur les autres. Et voilà, elles ont des qualités de déphasage thermique assez intéressantes, qui sont justement adaptées à ces climats chauds et secs avec des grandes amplitudes thermiques. Et un architecte va s'intéresser de très près à ces constructions Pueblo. Il s'appelle Ralph Knowles. Et il va, donc à l'époque, on est à la fin des années 70, essayer d'utiliser des maquettes pour essayer de comprendre comment ces constructions-là ont été conçues justement en fonction de l'ensoleillement. Donc, il va fabriquer des maquettes des constructions Pueblo et il va les installer dans des héliodons. Alors, à l'époque, c'est des héliodons physiques, hein, c'est-à-dire, en gros, on met une maquette sur un support pivotant, on prend une lampe pour simuler l'ensoleillement parce que, voilà, à défaut de modèles numériques, on fait avec ce qu'on a à l'époque. Et en fait, on va faire comme ça, pivoter la maquette pour simuler l'ensoleillement pour différentes saisons, différentes hauteurs, etc. Et il va arriver à des résultats assez intéressants. En fait, il va réussir à mettre en évidence qu'en gros, les constructions Pueblo sont bien adaptées en termes d'équilibrage entre le confort d'été et le confort d'hiver. Et notamment, il y a des soucis de prise en compte des enjeux de protection solaire qui sont assez forts. Vous avez ici des villages Pueblo qui se situe dans le Colorado, qui s'appelle Mesa Verde. Et c'est un village, donc ici on est sur une façade, on est sur une zone qui est orientée sud-ouest. Et toute la partie, Knowles va montrer que la position du village a été stratégiquement étudiée pour que justement il soit relativement bien ombragé pendant la période estivale, parce qu'il est protégé par un promontoire rocheux qui fait en fait office de brise-soleil naturel, quoi, si on veut. Alors qu'en fait, quand le soleil est plus bas, notamment en fin de journée en hiver, il pénètre plus largement dans les constructions. Donc il va comme ça mettre en évidence des stratégies d'adaptation assez fines à l'ensoleillement dans cet habitat-là. Je n'ai pas précisé, les Pueblos, grosso modo, c'est 10e, 11e, 12e siècle, hein, en termes de construction les plus anciennes. Et Knowles, c'est quelqu'un qui va ensuite développer ces observations faites sur l'habitat Pueblo à la théorie urbaine. Il va notamment théoriser le concept d'enveloppe solaire. C'est en gros l'emprise que doit prendre un bâtiment, l'emprise maximale qu'il doit avoir pour conserver l'exposition équitable des bâtiments alentours. Donc ça donne des formes un peu triangulaires comme ça, parce que c'est des formes qui sont conçues en fonction de la course du soleil au solstice d'hiver. C'est un truc assez particulier, mais en gros, il va essayer de théoriser cette forme urbaine sur la base de ces observations qu'il va faire chez les Pueblos. Ça, c'était des exemples plutôt des États-Unis. Je voulais vous prendre des exemples en France. Il y a une région qui a été donc pas mal étudiée à la fin des années 70, c'est la région des Corbières, notamment par un groupe d'architectes mené par Michel Gerbert. Et en fait, Gerbert va s'intéresser à l'orientation de ces villages vernaculaires qu'on peut trouver dans les Corbières. Donc les Corbières, on est dans un climat assez rude qui est soumis quand même à des épisodes de pluie violents et surtout à un vent de secteur nord-ouest qui est la tramontane assez fort. Et lui, notamment, va identifier dans certaines constructions vernaculaires l'existence de protection justement contre les effets du vent, de ce vent d'orientation nord-ouest. Et il va en fait réactiver un certain nombre de choses
qu'il a observé dans les Corbières dans un ensemble de rénovations qu'il va faire entre le milieu des années 70 et le début des années 80, dans cette même région des Corbières, parce qu'il va s'y installer. Vous avez ici différentes constructions qu'il a pu rénover. Et il va reprendre notamment cette notion de protection contre les effets du vent des orientations ouest, avec, voilà, lui, il va le réinterpréter avec les matériaux contemporains, donc ici du béton, et il va créer comme ça des espèces de joues pour protéger certaines orientations. Donc ça, c'est pareil, des choses qu'il a pu observer dans l'habitat vernaculaire local. Il va aussi, voilà, réincorporer, j'évoquais tout à l'heure cette cuve remplie d'eau, elle est intégrée en fait dans cette construction-là, justement pour encore ramener de l'inertie thermique. Il y a un des trucs les plus originaux que Michel Gerbert va découvrir, pardon, c'est le fait que dans ces constructions rurales des Corbières, qui sont pas des constructions, enfin, qui sont plutôt des constructions relativement pauvres, hein, on n'est pas sur c'est pas des constructions bourgeoises. Bah, en fait, il y a quand même une dissociation des pièces, notamment en fonction des saisons. Notamment, il va notamment trouver dans cette construction-là, au premier étage, il va découvrir le fait qu'en faisant des entretiens avec des habitants, il existe une chambre d'hiver et une chambre d'été. La chambre d'hiver, elle est positionnée sur l'orientation ouest. Elle est à proximité de la cuisine pour récupérer la chaleur fatale qui va être émise par la cuisine. Et donc, elle est occupée majoritairement pendant la période hivernale, pendant la période de chauffage. Et, pendant la période estivale, il y a une autre chambre qui est la chambre d'été, qui est orientée sur le nord et sur l'est avec une petite ouverture et qui permet justement en fait d'être relativement mieux protégé de l'ensoleillement. On est sur justement une exposition qui reçoit moins le soleil qu'en l'orientation ouest. Et ça, cette idée d'avoir des espaces différents en fonction des saisons, ça va être théorisé par deux architectes qui s'appellent Georges et Jeanne-Marie Alexandrov, qui vont développer le concept de nomadisme interne. Pour eux, justement, dans l'habitat traditionnel de tout le pourtour méditerranéen, il y avait cette stratégie de se déplacer des espaces les plus chauds aux espaces les plus frais et inversement, en fonction des saisons. Et eux vont l'identifier dans pas mal de constructions qu'ils vont observer, notamment aussi au Moyen-Orient. Ça, c'est des palais qu'ils vont étudier, notamment en Iran, je crois, où en fait, ils se rendent compte qu'il y a des terrasses du matin, des terrasses du soir qui sont utilisées à différents moments de la journée. Pareil pour des cours, des cours qui sont occupés à différents moments, pareil, en fonction de leur exposition à l'ensoleillement. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qui a pu être issu de l'architecture plutôt bourgeoise, qui va en fait attribuer une fonction assez stricte, assez rigide aux différentes pièces. Quand vous allez visiter certaines demeures bourgeoises, certains châteaux, on voit ce truc-là. C'est l'effet que vous avez des pièces avec des fonctionnalités relativement bien fixées. Et en fait, bah, effectivement, on voit dans l'architecture vernaculaire qu'il y avait une certaine polyfonctionnalité comme ça des espaces, une certaine polyfonctionnalité des pièces. Si on s'intéresse par exemple au cas des constructions qu'on peut trouver en Algérie, au Mzab, on voit que certaines constructions donc, sont typiquement, le rez-de-chaussée va être habité pendant la journée, parce qu'il reste relativement frais, on est sur des constructions très inertes. Par contre, étant donné que l'inertie thermique est très importante, le soir et la nuit, ces constructions peuvent être inconfortables et du coup, les habitants vont dormir sur la terrasse pour bénéficier du refroidissement par rayonnement de grande longueur d'onde. Donc il y a un nomadisme comme ça entre le rez-de-chaussée et les terrasses qui permet de bénéficier au mieux du rafraîchissement nocturne. Ça nous amène à justement regarder un peu différemment cette architecture vernaculaire et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut inventer à partir de l'architecture vernaculaire. On est dans un contexte, je ne vous la refais pas, mais qui est quand même relativement dramatique, avec un changement climatique en fait, qui est déjà sous nos yeux et qui va encore s'accentuer dans le futur, qui n'empêche pas l'existence d'hivers relativement rudes par ailleurs, parce qu'on a introduit de la variabilité. Donc ça crée encore une marge d'incertitude quand on travaille sur ces questions. C'est comment est-ce qu'on peut adapter déjà nos villes au climat, mais en plus à un climat qui évolue très rapidement et dont on a une grande incertitude sur l'évolution probable. Et pour ça, je voulais évoquer le cas d'une étude qui a été réalisée à Arles, l'année dernière, qui a été commandée par la DRAC-PACA, donc la Direction régionale des affaires culturelles, et qui concernait tout le centre historique d'Arles que vous voyez ici. L'idée de cette étude, en fait, ça a été un point de départ, il y a eu un conflit, en gros, entre la mairie d'Arles et la DRAC, parce que la mairie d'Arles voulait installer des fontaines sur une des places d'Arles, je crois que c'était celle-ci. Et en fait, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à ces fontaines parce qu'elles n'existaient pas initialement. Et ça a créé un conflit entre la DRAC et la mairie. Et l'idée, ça a été justement de lancer une étude sur comment est-ce qu'on pouvait adapter ces centres anciens, ces centres patrimoniaux à la chaleur.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que le centre d'Arles est protégé par un PSMV, donc un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, qui définit en fait assez strictement ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans les bâtiments, et qui en fait voilà, va vraiment contraindre assez fortement les possibilités d'évolution du bâti. Et donc l'attention, c'était celle-ci, c'est comment est-ce que on arrive à faire évoluer ces villes patrimoniales sous la pression qu'exerce le changement climatique, parce que Arles, c'est une ville qui est très touristique, qui est très fréquentée en été, et cette fréquentation touristique, elle commence à subir, en fait, à baisser sous l'effet en fait des canicules assez redoutables que cette ville peut subir. Donc un des constats justement sur ça, c'est le fait que, par exemple, les cryptoportiques, qui sont une partie, qui sont des galeries souterraines qu'on trouve à Arles, où il y a un certain nombre d'expositions pendant l'été, notamment pour les rencontres de la photo, et ben, connaissent des pics de fréquentation de plus en plus importants entre 14 heures et 17 heures, parce que les touristes vont s'y réfugier en période estivale, parce que c'est l'un des seuls endroits assez grands et relativement frais de la ville. Donc l'étude, elle portait justement sur ce secteur sauvegardé. Elle a été menée avec un groupe d'architectes, donc Atelier Géminet et Atelier Marais, qui sont 2 groupes d'architectes basés respectivement à Paris et à Marseille. L'Atelier 21, qui a été déjà mentionné, Domenscope, un bureau d'études, et Véronique Mur, une botaniste. La première chose, ça a été de regarder comment cette ville se protégeait plus ou moins bien de la chaleur, quelles étaient justement ses qualités climatiques en termes d'adaptation. Une première chose qu'on voit, c'est le fait qu'on est sur un bâti qui est relativement resserré, et donc on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle la protection mutuelle des façades. C'est le fait que les façades sont relativement bien ombragées entre elles, parce qu'on a des rues relativement étroites. Ça permet aussi d'ombrager les rues. Et en fait, si on fait des simulations très simples de cumul d'ensoleillement reçu au sol, on se rend compte qu'on se retrouve avec des rues. Donc là, c'est une simulation sur la période du 1er juin au 31 août. On se rend compte qu'il y a des rues relativement bien ombragées. Ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que les piétons peuvent marcher à l'ombre, grosso modo, pendant la journée. Ça, c'est un point positif. Par contre, l'étroitesse de ces rues va faire que, en gros, elles vont avoir du mal à se refroidir. Donc, elles ont ce qu'on appelle un facteur de vue du ciel. En gros, elles ont une ouverture au ciel qui est trop faible, et elles vont avoir du mal à se refroidir pendant la nuit. Et ça, c'est un problème. Ça crée justement, ça entretient cet effet d'îlot de chaleur urbain qui est problématique. Et on a ici du coup un antagonisme entre des rues qui peuvent être confortables pendant la journée, mais qui le sont par contre très inconfortables pendant la nuit. Ça, on a pu le confirmer par des mesures. Donc c'est des mesures de température de surface, j'insiste, de surface, qui ont été faites, pendant, la nuit, du 24 août 2023 à 1 heure du matin, donc en pleine canicule. Pour une température de l'air qui était encore de 29 degrés à 1 heure du matin, la température de surface, là, sur la place de la République qui est ici, se baladait tranquillement entre 30, 31, 32, voire 35 à certains endroits, notamment au niveau de rejet de certains groupes de froid de glaciers. Donc voilà. Ici, ça traduit le fait, quand on a des températures de surface supérieures à la température de l'air, que ces surfaces contribuent encore à réchauffer l'air, quoi. On a d'autres problèmes aussi à Arles. On a aussi certaines zones qui ne sont pas du tout ombragées, parce que typiquement, il y a des contraintes de covisibilité. Vous avez ici un exemple. Typiquement, en gros, ici, on est entre les arènes et l'amphithéâtre, et en gros, c'est 2 zones qui sont pas du tout ombragées, parce que en fait, il faut conserver la covisibilité entre les 2 monuments. C'est écrit dans les règlements patrimoniaux. Donc il faut que depuis ce monument, on voit celui-ci, et réciproquement. Et là, typiquement, un gros point de crispation, c'est que c'est une zone qui est très fréquentée par les touristes, qui est pas du tout ombragée. Mais voilà, cette covisibilité contraint justement les possibilités d'ombrage. Donc tout ça, ça a été intégré dans un diagnostic climatique qui a été livré à la ville pour montrer, en grosso modo, avec plein, voilà, des simulations, des relevés qualitatifs, comment est-ce que cette ville se comportait, grosso modo, en termes de qualité climatique, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver, quoi. Et une des solutions, ça a été d'aller voir le passé, de voir comment cette ville se protégeait de la chaleur par le passé, comment est-ce qu'elle a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous a amené à aller voir des vieilles peintures. Donc, ça, c'est des peintures par exemple, d'Avignon. Vous avez ici une place à Avignon qui montre une place d'Avignon au 19e siècle, et on voit justement des toiles tendues pour ombrager les rues. Ça, c'est une gravure qui montre Nîmes, pareil au 19e siècle. On voit encore la présence de ces toiles tendues qui permettaient d'ombrager des petites placettes. Si on avance un peu dans le temps, ça, on est fin 19e, début 20e. On voit, ça c'est pareil, une peinture d'Avignon, donc on n'est pas très loin d'Arles, hein, qui montre toutes ces draperies, ces toiles tendues dans la rue, qui permettent d'ombrager les magasins, et qui permettent aussi parfois d'ombrager certaines rues. Si on avance encore dans le temps,
Ça, c'est une ancienne carte postale qui montre une poissonnerie à Arles, donc une poissonnerie qui impose en plus des contraintes en termes de température pour la conservation du poisson. Et sur cette carte postale, début 20e, on voit pas mal de choses, notamment ces toiles tendues qui permettent de protéger et d'ombrager la façade. On voit aussi des ouvrants qui sont ouverts sur la partie ombragée du bâtiment et fermés sur la partie ensoleillée. Donc on peut en déduire qu'ici, il y a une relative intelligence, en tout cas, du propriétaire ou l'occupant de ce bâtiment, qui ouvre, qui a ouvert des ouvertures de manière relativement stratégique. On peut faire l'hypothèse. D'autres cartes postales qui montrent d'autres choses. On voit ici des marquises qui permettent d'ombrager voilà, certains magasins. Et sur ces marquises, il y avait des grandes toiles, pareil, qui étaient suspendues pour encore augmenter l'ombrage et faire en sorte de voilà, d'imiter les apports solaires dans les vitrines. Sur cette carte postale, on voit qu'il fait relativement chaud parce que les ombrelles sont de sortie. Donc c'est sans doute bon signe qu'on était sur une période assez chaude. Autre élément aussi important, les villes parlent beaucoup là des plantations, voilà, de l'augmentation des plantations. Historiquement, on voit qu'elles ont plutôt abattu un certain nombre d'arbres. Vous avez ici un alignement de platanes qui existait et qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, on n'avait pas de statistiques à Arles, par contre, on en avait sur le centre historique de Marseille. En gros, sur le centre ancien de Marseille, en 75 ans, 50% des arbres plantés dans l'espace public ont été abattus, ce qui est un chiffre assez énorme. Ça représente grosso modo 25 000 arbres. Ça, c'est seulement pour les espaces publics. Il y a aussi tous les espaces privés où on a un niveau d'abattage qui est aussi important, mais qui est moins bien documenté. Donc ça nous a amené du coup à élaborer une stratégie de rafraîchissement qu'on a proposée à la ville d'Arles. Donc je vais juste évoquer certains points importants. Une des grosses difficultés, c'était justement le fait que le sol d'Arles est assez encombré. Il est encombré par 3 choses, donc les réseaux enterrés, ça c'est le cas de beaucoup de villes. Par contre, on avait d'autres choses à Arles, on avait aussi la présence de vestiges archéologiques, potentiellement en sous-sol, et aussi de caves qui ont été creusées en débord sous la chaussée. Ça, c'est des caves qui sont illégales, qui ont été creusées au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc là, pareil, il est très compliqué d'aller parfois désimperméabiliser des pieds de façade parce qu'on se retrouverait à inonder certaines caves. Il y avait d'autres choses aussi qui avaient été identifiées dans le diagnostic climatique, c'était la présence de vent du sud, qui apparaissait sur les roses des vents, notamment des mois de juin, juillet, août. Vous voyez ici, donc on voit le Mistral qui est cette composante nord, et puis ce vent du sud que vous voyez là. Et on savait que ce vent du sud était présent dans certaines rues, notamment parce que des rues avaient été nommées d'après ce vent. Vous avez ici la rue de la Porte de l'Or, et en fait, l'or, dans le vocabulaire provençal, c'est justement le vent du sud. Donc on savait que cette rue avait été nommée, donc la porte du vent du sud, littéralement, de par son orientation et son exposition. On avait aussi identifié la présence d'un canal. Il y a un canal qui s'appelle le canal de Craponne qui traverse tout le sud d'Arles ici, qui est enterré ici sur ce tronçon-là. Et ce qu'on a proposé très simplement à la ville, c'est de se dire, on pourrait déterrer ce canal au niveau ci, parce qu'on est dans une zone qui est relativement peu qualifiée du point de vue des espaces publics, donc on pourrait tout à fait ouvrir le canal à cet endroit-là. Ça permettrait de rapporter de l'évaporation au niveau du canal et une ripisylve qui encore permettrait de éventuellement apporter un léger rafraîchissement. Et l'idée, alors ça c'était vraiment une hypothèse, c'était que cette fraîcheur générée au niveau de ce canal puisse remonter sous l'action du vent du sud dans les zones patrimoniales les plus protégées, où là, de toute façon, c'était très compliqué d'agir, notamment donc la rue de la République, l'avenue de la République, pardon, la place de la République, je vais y arriver, qui est juste là. Ça, c'était sous l'action du vent du sud. Et une autre hypothèse, alors ça serait à confirmer par des simulations, mais c'est un peu complexe à faire, ça serait qu'il y ait ce transport de fraîcheur sous l'action des brises, c'est-à-dire des différences de température locales qui peuvent exister au sein d'une même ville. Ça, pareil, c'est une hypothèse parce que c'est très complexe à documenter, c'est très difficile, ne serait-ce même qu'à simuler, donc ça reste relativement hypothétique. L'autre chose qu'on a essayé de montrer à la ville, c'est l'existence de typologies urbaines relativement bien adaptées à la chaleur, notamment cette petite cour-là, qui est une cour qui est ombragée par 2 mûriers à feuilles de platane, qui est très étroite et en fait qui bénéficie aussi de remontées capillaires ici, qui créent de l'évaporation. Donc on a des températures de surface très très faibles sur toute l'ensemble de la journée. Et en fait, elle fonctionne, cette cour, vraiment comme un puits de fraîcheur, d'autant plus en fait que les versants de toiture sont orientés comme ça vers cette petite courette. Et cette typologie urbaine, elle s'oppose à des typologies éventuellement plus récentes qu'on peut trouver ailleurs à Arles,
notamment l'espace Van Gogh, qui est un lieu touristique assez fréquenté, et en fait, qui est une place beaucoup plus ouverte, où là, vous avez une fontaine qui fonctionne au milieu, mais l'ouverture de la place est telle que, en gros, l'air est continuellement brassé et mélangé. Donc, en fait, la fraîcheur qui peut être éventuellement générée au niveau de cette fontaine est continuellement mélangée. Donc, ça n'a strictement aucun effet. Et donc, on voit comme ça deux typologies urbaines, une qui ne fonctionne pas et une qui fonctionne, du point de vue du rafraîchissement, et on peut comme ça opposer et arriver à valoriser certaines typologies. D'autres choses, j'ai évoqué le cas de ces caves en débord sous la chaussée. Donc, elles donnent dans la rue, dans l'espace public, par l'intermédiaire de soupiraux, dont vous voyez un exemple ici. Et ces soupiraux, en fait, l'intérêt, c'est qu'à proximité, on a une sensation de paroi froide. Alors, ça crache pas de l'air frais comme ici, hein, j'ai un peu exagéré, mais en gros, on a une sensation de fraîcheur à proximité. Et on a essayé de dire à la ville, bah voilà, on pourrait signaler la fraîcheur produite au niveau de ces soupiraux simplement par du mobilier, pour dire aux touristes, bah voilà, vous pouvez vous arrêter ici et vous reposer, vous aurez grosso modo le dos au frais. Dernière chose, on a pu documenter par l'intermédiaire de témoignages et puis de peintures qu'on a pu retrouver, l'existence de protections solaires traditionnelles de la ville d'Arles. On voit ici cette peinture, notamment les débords de toiture qui sont plus importants, qui étaient plus importants à l'époque qu'aujourd'hui. Mais on voit aussi ces crochets. En fait, ces crochets servaient à suspendre ce qu'on appelle des toiles en sparte. C'était des toiles qui étaient fabriquées en roseau, donc qui est une ressource biorégionale qu'on trouve beaucoup à Arles. Et ils étaient justement suspendus devant des ouvertures, parfois mal orientées, ou des ouvertures dépourvues de volets, ou voire même devant des façades, pour limiter en fait l'échauffement de la façade pendant la journée. Donc ça, c'est une typologie qui a complètement disparu, le volet, enfin le toile en sparte. Et voilà, on a proposé justement à la ville voilà, de réactiver ce genre de dispositif parce qu'il a une qualité patrimoniale évidente et il est adapté à des enjeux contemporains. Et le message de global de l'étude, c'était justement ça, c'était de dire finalement, on avait en fait, il existait un patrimoine de protection contre la chaleur qui devrait être restitué. Et ça, c'était un peu l'idée, c'était de tordre un peu le cou à cette histoire de protection patrimoniale. On est justement dans une ville qui est protégée par un règlement patrimonial, mais si on regarde l'histoire, on se rend compte qu'il y avait tout un patrimoine justement de protection contre la chaleur qui a disparu avec le temps parce que le développement de la climatisation s'est accéléré, parce que ces gestes-là liés à ces objets ont pu être oubliés. Et en fait, ben, si on veut vraiment dans une ville patrimoniale, il faudrait réactiver ce genre de techniques parce qu'en fait, elles sont adaptées, elles permettent d'adapter la ville au changement climatique. Et donc voilà, l'idée, c'est d'insister sur le fait que tout ce patrimoine des protections solaires doit être intégré aux stratégies contemporaines de rafraîchissement, au même titre que les brises-soleil les plus contemporains. Et ça m'amène à deux phrases que je voulais citer pour terminer. Qui me tiennent à cœur. C'est des phrases d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a beaucoup travaillé sur la question de la pensée, enfin, la philosophie de la technique, et justement sur comment est-ce qu'on peut essayer d'inventer et d'innover généralement, en fait, comment est-ce qu'on invente globalement. Et il dit ceci, une phrase que j'aime beaucoup, il dit: «Les techniques ne sont jamais complètement et pour toujours au passé». Et il complète en disant cela: «Il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir». Et je trouve que c'est une formule absolument géniale justement pour essayer de voir plus globalement ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Clément, c'était un joli voyage dans le passé et dans le sud, ce qui réchauffe un petit peu parce que ici à Paris c'est déjà bientôt l'hiver. On va prendre des questions si vous en avez. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'il y aurait une question quelque part dans le fond ou devant? Ah, voilà. Moi, j'avais une question à propos des réservoirs d'eau, notamment les bidons qui sont dans les constructions. C'est de l'eau qui va rester pérenne, elle est recyclée. Comment ça se passe? Alors, ouais, c'était de l'eau qui était pérenne. Il y avait simplement, pour éviter l'oxydation, il y avait juste, ils mettaient un tout petit produit. Ils étaient remplis, les bidons, à 97 ou 98%, je sais plus, parce que l'eau va se dilater légèrement. Mais c'était de l'eau qui restait telle quelle, avec simplement un petit, juste un anticorrosif, voilà, pour éviter la corrosion du métal. D'accord. Donc, au point de vue de l'économie d'eau, il n'y a pas de problème, quoi. Une fois qu'elle Ah est non, non, installée, non. d'accord. Et c'était des Merci. bidons de réemploi, c'était des anciens bidons, oui, c'était pas des bidons neufs, quoi, pour le coup. D'accord, merci.
Bonjour, merci pour la conférence. J'aurais une petite question par rapport à la ville d'Arles. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place par rapport à vos recommandations? Alors normalement, le canal de Craponne là que j'évoquais, ils vont inscrire son ouverture, dans le budget, le prochain budget. Donc normalement, ils devraient avoir un appel d'offres qui devrait sortir prochainement, dans 1 an ou 2, pour mettre à jour ce canal. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ils sont en train de participer avec l'ADEME, là, à un programme qui se lance dans le sud de la France. En gros, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé pour toutes les villes, de la région PACA, pour l'adaptation des centres anciens à la chaleur, donc ils vont continuer à travailler là-dessus. Ils vont aussi, la petite place que j'évoquais là, avec pas mal d'enjeux assez critiques l'ombrage, ils vont aussi travailler là-dessus. Donc voilà, ils ont retenu certains, certains points de l'étude, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça va évoluer tranquillement, je pense. Super. Bah, en fait, voilà, il y a une autre question. Et du coup, en allant avec le micro en haut, je ne sais plus si ça vient d'une discussion ou bien des travaux avec les étudiantes ou bien des discussions avec les habitants ou avec toi, Clément. Mais il me semble avoir entendu qu'en Italie, il y avait un usage énergétique ou un usage de l'eau où en fait les gens le soir devaient arroser devant chez eux et nettoyer aussi la rue. Et du coup, bien sûr, ça utilise pas mal d'eau, mais c'est, j'ai l'impression, une pratique collective pour rafraîchir la ville, dont les rues étroites dont tu parlais de Arles, qui n'arrivent pas à se refroidir. Et peut-être que cette pratique-là collective permettait aussi d'un coup de mettre un petit coup de fraîcheur dans la ville. Ouais, je sais que moi je l'ai documenté sur la ville du Vieux-Nice, enfin le quartier du Vieux-Nice, il y avait jusque dans les années 50-60 cet arrosage des rues qui était pratiqué en fin de journée. Et l'eau qui était jetée, c'était de l'eau, typiquement c'était de l'eau de lavage des légumes, donc c'était une eau grise mais faiblement polluée. Typiquement, il n'y avait pas une consommation d'eau si importante que ça. Juste pour l'anecdote, Paris a testé pendant 3 ans l'arrosage des rues, et il passait 8 fois 4 mètres cubes par tronçon de rue. Donc, on est sur des volumes d'eau qui sont importants, et de l'eau potable, hein, je précise. Donc, voilà, on est sur du là, pour le coup, aujourd'hui, beaucoup de villes testent l'arrosage des rues, sauf qu'en fait, en gros, elles arrosent avec des laveuses sur la période de temps de travail des personnes responsables de l'entretien des villes. Alors qu'en fait, il faudrait simplement arroser en fin de journée pour essayer de faire baisser la température. Parce que arroser au fur et à mesure de la journée, si vous avez une rue qui est ensoleillée, grosso modo, au bout de 15-20 minutes, l'eau s'est évaporée et la température surface remonte à son niveau antérieur à l'arrosage. Donc, ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Une petite question qui rebondit presque sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de sites, de lieux d'expérimentation plutôt à l'échelle du bâti, où serait questionnée l'acceptabilité d'un certain nombre de ces solutions low-tech? En gros, comment est-ce qu'on embarque les usagers d'un bâti, d'un lieu dans la mise en œuvre? Parce que j'imagine que c'est un des facteurs importants de la réussite de l'impact de ces solutions-là. Bah, merci, c'est une question pas simple, c'est la question qu'ont généralement posent beaucoup les ingénieurs. C'est effectivement oui, c'est des solutions qui sont belles, mais comment est-ce que, on arrive à embarquer les usagers, sur ces questions? C'est un gros sujet, ce qui est apparu à Arles, mais ce qui apparaît dans d'autres régions, c'est que finalement habiter avec la chaleur, c'est une forme de culture, si vous voulez. Donc ça fait partie, c'est comme voilà, comme certains gestes appartiennent à une tradition, on va dire: «Bah, je fais ça parce que j'ai vu mon grand-père ou ma grand-mère faire ceci». En fait, il faut arriver à insister sur le fait que, habiter avec la chaleur, à s'adapter à la chaleur, ça inclut un certain nombre de gestes qui, petit à petit, vont faire partie, enfin, font partie de la tradition, ont pu faire partie d'une tradition et en tout cas doivent revenir aujourd'hui. Un exemple tout bête, l'idée de fermer ses volets la journée, dans le sud, en fait, c'est un nom, on appelle ça s'encabaner ou se mettre en cabane et donc en fait, il y a un terme qui est associé à cette pratique-là et ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, c'était quelque chose qui faisait partie d'une culture. Alors aujourd'hui, les gens ferment encore plus ou moins bien leurs volets ou leurs stores pendant la journée, mais c'est pas non plus extrêmement généralisé. Donc, à mon sens, il faut insister sur le fait que ce truc-là fait partie de la culture, enfin, ou doit faire partie d'une certaine culture. Après, oui, il y a toutes les questions de la maîtrise d'usage, comment on accompagne les usagers, mais
c'est un sujet qui est vraiment pas simple en fait, parce que dans les bâtiments neufs, on distribue par exemple des guides quoi, pour dire guide de bonne pratique, fermez vos volets, et cetera. Mais bon, ces guides, ils sont survolés et puis au bout de 15 jours, les gens font comme ils veulent. Donc, c'est un sujet qui est pas simple à démêler, et qui est difficile. Mais alors après, pour votre question de lieu d'expérimentation là-dessus, heu, sur la question du chauffage, il y a plein de lieux qui essaient des choses. Sur la question du rafraîchissement, il y a un centre de recherche, aux États-Unis, qui bosse sur ça, qui est géré par Forest Makers, qui font plein de recherches sur le rafraîchissement. Mais, des trucs très low-tech comme ça, pas trop à ma connaissance. Ah, il faut chercher un terrain d'expérimentation, je pense que ce serait une bonne idée. Et tu veux dire aussi qu'à Paris, on va bientôt manger des tapas et faire la sieste entre midi et 2? Bah, ouais, le gazpacho, deviendra 50. la spécialité parisienne. Non, mais, ben, typiquement à Paris, vous avez une question là, c'est le gros débat actuellement sur la doctrine des volets quoi, sur la question le conflit entre les ABF et la protection solaire des bâtiments. Donc ça, c'est l'urgence des prochaines années. C'est quelle doctrine des ABF on met en place pour faciliter et multiplier les protections solaires à Paris. C'est le gros chantier, je pense. Ok, et on a du coup aussi des questions dans le chat de la visio. Et je crois que alors, je n'ai pas mes lunettes, mais durant les phases de résidence. Non, ça c'est la réponse. Oh, pardon. Est-ce qu'il y a des concertations avec les habitants/usagers sur ces sujets pour intégrer les différentes pratiques? Bah, oui, alors notamment Loïc en a fait, quelques-unes avec l'atelier 21 sur la concertation. Il y a eu, notamment des relevés plutôt qualitatifs les jours de marché. En fait, il y avait une carte, enfin, il y a, pendant en fait, cette étude a été menée dans le cadre d'une résidence, donc on était sur place un certain nombre de temps. Et il y a eu notamment des ateliers qui ont été organisés pendant le marché pour recueillir des témoignages d'habitants sur les zones les plus inconfortables, et cetera. Mais voilà, dans un temps aussi court, c'est parce qu'on n'était que 6 semaines sur place, c'était compliqué de déployer une stratégie vraiment, avec des tests, et cetera, au niveau des habitants. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tissu associatif, il y a aussi, un certain nombre de personnes qui étaient motivées par ces sujets-là parce qu'ils sont venus nous voir, ils étaient intéressés, donc il y aurait eu moyen de tester des choses. Ça, c'est pas ce qui manquait. Mais voilà, le vrai problème, c'est toujours, comment est-ce qu'on fait avec les personnes qui ne sont pas forcément motivées par ces questions thermiques et énergétiques? Heu, je me rappelle, moi, discutant souvent avec des ingénieurs thermiciens, la question, c'est comment est-ce qu'on conçoit, alors soit pas pour l'écolo qui veut, vivre dans 12 degrés avec 15 pulls et à la fois pour la personne qui veut rester, en t-shirt toute l'année et chauffer à 25 degrés, quoi. Comment est-ce qu'on équilibre et quel est le profil type de la personne pour qui on conçoit? Et ça, c'est un peu le grand inconnu à chaque fois, quoi. Ok, je crois qu'on a une autre question, c'est comment gérer des grosses quantités d'eau. Je ne sais pas si tu vois le chat, nous recevons de Ouais, ouais. grosses quantités d'eau inutiles, voire dangereuses, mais des besoins en eau en été. Comment gérer des grosses quantités d'eau? Je ne sais pas si j'arrive à comprendre cette question. Non, non, mais en fait, sa question, c'est que là, bah, à Paris, vous recevez beaucoup de flotte, effectivement. Qu'est-ce que vous en faites? En gros, une ville, il y a 60 de l'eau qui part à la mer quand, il pleut sur une ville. Donc du point de vue hydrologique, si vous voulez, la ville, c'est comme un désert. Et en gros, toute cette eau dont on se débarrasse, en fait, continuellement parce qu'on a une imperméabilisation des surfaces qui est trop importante, bah, il faut arriver à la valoriser, en fait. Et une des meilleures manières de la valoriser, c'est d'avoir déjà des surfaces plus perméables et de faire en Ouais, sorte qu'en gros, si on veut, une zone et la faire naturelle. rentrer dans le sol. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans une zone naturelle, on a que 5 de ruissellement. En zone urbaine, on en a 55. Donc en fait, c'est comment on fait passer du 55 au 5 donc en favorisant la perméabilité. Ramener de la perméabilité, ça ramène éventuellement de la vie dans le sol et la vie, en fait, nous, on est composé à 70 de flotte, donc les organismes, c'est aussi le cas. Quand vous ramenez de la vie, vous ramenez des individus qui vont stocker de l'eau en tant qu'individu biologique. Donc vous ramenez aussi de stockage d'eau et de carbone. Donc le centre du problème sur cette question de l'eau, c'est comment on a imperméabilisé les villes à outrance. Mais le gros sujet à Paris, c'est que vous avez un réseau de métro, quoi. La RATP n'est pas pour désimperméabiliser tout Paris, parce que ça veut dire infiltration dans les galeries de la RATP. Donc c'est Et, un gros sujet, cette et question-là. Mais on a vu il n'y a pas longtemps, il y a eu des expérimentations en France avec des bordures de trottoirs
qui ont des sortes de grilles et qui laissent rentrer l'eau dans les endroits où il y a des arbres. Je crois que Ouais. c'est en test, et bien sûr, ça ne peut s'installer que quand on vérifie ce qu'il y a en dessous, effectivement. Ouais. On a une autre question ici. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Moi, je suis présidente d'une association pour faire découvrir l'architecture vernaculaire. Et c'est vrai que je me suis spécialisée dans l'architecture des maisons, de l'habitat créole en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est un habitat qui est très intelligent, qui a tout un dispositif qui permet justement de vivre très agréablement parce que elle est souvent située en hauteur. Enfin, il y a tout un débord de toiture aussi qui permet justement de protéger les façades du rayonnement direct. Enfin, il y a tout un tas de choses encore, des ouvertures. Tout est pensé vraiment pour vraiment que l'habitat soit le plus agréable possible. Et je me demandais, enfin, vous avez parlé des voûtes nubiennes, s'il n'y avait pas justement, quand on parle de la conception d'aujourd'hui, des dispositifs ou des traits qu'on pourrait, comme des prérequis qu'on pourrait indiquer pour vraiment avoir une architecture qui soit agréable à vivre et qui pourrait s'adapter aux conditions climatiques. Est-ce qu'on ne peut pas dresser des sortes de fils rouges sans trop contraindre la conception, mais donner vraiment s'inspirer de l'intelligence de cette architecture vernaculaire finalement? C'est une bonne question. Le vrai problème, c'est qu'en créant les villes, on a créé un climat local dans les villes qui progressivement devient inhabitable. C'est l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui est un truc quand même qui est nouveau en fait dans l'histoire de l'humanité, d'avoir des tels effets d'îlot de chaleur, fait qu'on se retrouve des fois avec des températures nocturnes de 25, 26, 27 degrés, où en gros là, on a beau faire du passif comme on veut, de la surventilation comme on veut, on n'arrive pas à recharger le bâtiment en fraîcheur. Et donc, moi, je milite pour une approche graduelle du problème. C'est, à mon sens, ce que je vois dans l'architecture vernaculaire. C'est en gros, graduellement, on déploie des stratégies passives et puis jusqu'au moment où on va vers des systèmes actifs. Et puis, voilà, au bout d'un moment, en fait, on essaye de faire en sorte que les choses soient déployées de manière graduelle. Donc ça, à mon sens, la préconisation, c'est celle-ci, c'est de dire, OK, on peut faire de la surventilation nocturne jusqu'à tel niveau de température. Passer ce seuil de température, il faut aller vers d'autres stratégies, par exemple des brasseurs d'air. Et puis, il y a un moment, peut-être plus tard dans l'avenir, on pourra même plus utiliser le brasseur d'air parce que le brasseur d'air, ça fonctionne jusqu'à 32 degrés et au-delà, on n'arrive pas. Et il faut peut-être aller vers des systèmes actifs plus performants. Donc, c'est, ouais, à mon sens, sans trop contraindre le bâti, on peut avoir imposé cette approche graduelle. Parce que le vrai souci, c'est qu'en gros, si vous voulez, des fois, quand on n'a pas cette approche graduelle, ben, en fait, on climatise systématiquement tout de suite, alors qu'on aurait pu voilà, limiter les apports solaires, surventiler, etc. Donc, on en oublie un peu cette manière graduelle d'aborder les choses. Et après, le vrai souci, c'est qu'on a le gros enjeu, c'est la rénovation. 90% de la ville du futur est déjà existante. Donc, et on peut pas, on a des marges de manœuvre très limitées, quoi. Donc, ça reste, c'est un peu toujours au cas par cas, quoi. C'est un peu le problème de la prise en compte du climat. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a deux questions dans le chat sur l'albédo des sols, notamment comment s'adapter aux régions, orientation, largeur des rues. L'albédo des sols, c'est un gros sujet. Il faut voir en fait l'occupation de ces sols, notamment en gros dans les rues qui sont trop piétonnes. Si vous mettez un albédo trop élevé, si les rues sont ensoleillées, ça va augmenter le stress thermique des piétons parce qu'en gros ils vont recevoir plus de rayonnement direct et réfléchi que s'il y avait simplement une rue avec du bitume. Donc, pour le coup, l'albédo des sols, c'est un peu un gros problème et on a fait pas mal de conneries sur le sujet. Enfin, je ne les ai pas faites, mais des villes ont fait des conneries. Et puis, en fait, si on est sur des rues qui sont encore circulables, en gros, la gomme des pneus fait qu'au bout de 1 ou 2 ans, votre rue claire, elle devient juste grise comme n'importe quelle rue bitumée, quoi. Donc, l'usure fait que l'albédo, on voit souvent les images magnifiques là, de la Grèce, etc. Soit l'enduit est refait tous les ans au printemps pour qu'il soit très clair, soit c'est de la peinture acrylique et ça reste blanc. Mais en fait, une surface claire, elle reste jamais claire très très longtemps, en tout cas pas des dizaines d'années, quoi. L'aspect historique de la mise en œuvre est intéressant, permet de réaliser une solution de gérer, s'appuie sur les usages accompagner également les collectivités, l'expérimentation de certaines formations, ensuite après les raisons d'études. Est-ce que j'accompagne des collectivités? Non, pas encore. Sur ces questions de chaleur, en fait, on est quand même nous, on est dans des climats tempérés. Donc, si vous voulez, on parle de la chaleur, à mon sens, de juin jusqu'à septembre. Et là, dans un mois ou deux, on parlera plutôt du prix du gaz ou de choses comme ça. Donc, le vrai souci, moi, je trouve, avec les questions de rafraîchissement, c'est qu'on les oublie assez vite, en fait. Et c'est assez compliqué d'accompagner des collectivités sur plusieurs années parce que j'ai pas l'impression qu'elles se saisissent du sujet suffisamment sérieusement pour qu'on mène des projets sur plusieurs années. Mais peut-être que je me trompe, hein.
Mais pour le coup, je ne le fais pas. Dans quelques années, ce sera beaucoup trop chaud et elles vont s'en soucier forcément. Un Ouais, peu tardivement peut-être. Et je vois, plantons beaucoup d'arbres dans la ville. Bien sûr, plantons beaucoup d'arbres dans la ville. Le seul problème, c'est est-ce qu'on a l'espace pour le faire? Est-ce que le sol est de bonne qualité pour planter? Un arbre en ville, ça souffre, quoi qu'il arrive, parce que c'est contraint dans l'espace. Personnellement, je milite plutôt pour planter des plantes grimpantes, parce que par rapport aux arbres, ils vont avoir moins de quantité d'énergie à dépenser pour fabriquer un tronc, parce qu'ils vont s'agripper à des choses déjà existantes. Et après, oui, la question des arbres, c'est aussi encore de les arroser au début, donc ça demande beaucoup d'eau. Mais oui, bien sûr, plantons des arbres dans la mesure du possible quand on a l'espace, ouais. Et intelligemment, au bon endroit surtout. C'est vrai que ça prend du temps. Je crois qu'au niveau de la... Pardon? Oui, je crois qu'on arrive à la fin. Je crois qu'il y a une bonne conclusion. Plantons beaucoup d'arbres dans la ville. Je crois que vous êtes d'accord. Surtout dans le 13e, parce qu'effectivement, dans le 13e arrondissement, c'est très minéral, tous ces beaux aménagements qu'ils ont fait. En fait, il y a peu d'ombre, des tout petits arbres. Et effectivement, je n'avais pas entendu ça, mais les plantes grimpantes sur des structures, effectivement, ça peut se développer très très vite, faire beaucoup d'ombre très rapidement. Bah, en fait, ouais, du point de vue biologique, fabriquer un tronc, c'est très coûteux en énergie pour un arbre. C'est pour ça qu'un arbre fait très peu. Par exemple, un chêne fait genre 10 ou 20 000 glands parce qu'il il a investi toute son énergie dans la fabrication d'un tronc. Et l'intérêt évolutif de la grimpante, c'est justement qu'elle va s'agripper à des choses déjà existantes. Donc, elle a vraiment cette capacité-là qui est assez forte. Super. Et du coup, avant de conclure, je rappelle ton ouvrage qui vient de sortir, Bioclimatique, de Clément Gaillard aux éditions Terre Urbaine, un ouvrage à ne pas manquer. Et puis, je fais l'auto-promo de notre ouvrage à nous, qui s'appelle Rétrofutur, une autre histoire des innovations énergétiques. Il est là. Qui est là. Dans la première version, parce que justement, il est épuisé, mais il vient de ressortir. Et comme l'éditeur a tiré à pas tant de ça d'exemplaires, il va être assez vite peut-être réépuisé. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. On vous remercie encore. On espère que ça a été inspirant. On espère qu'il y aura des discussions à la suite de tout ça. Et on est à votre disposition pour interagir. Merci à vous. Très bonne soirée. À bientôt. Merci aux internautes aussi qui ont participé. Et à très vite. Merci. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.